Bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'ai la chance de recevoir Olivier Borgeaud aujourd'hui. Alors, pourquoi je reçois Olivier? Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de mode d'emploi quand on devient parent. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Ça résume relativement bien la situation. Parce que globalement, entre ce qu'on imagine qu'on va faire et ce qu'on fait réellement, des fois, il y a une grosse différence. Et concrètement, on fait ce qu'on peut. Et pour moi, Olivier a vraiment réalisé ce travail incroyable de nous mettre un mode d'emploi. C'est vraiment pour moi le manuel de survie à l'usage du parent ou du futur parent. Voilà. Et je vous le montre parce qu'il est là. Il s'intitule Parents, enfants, s'élever ensemble aux éditions Atma. Et en fait, c'est vraiment l'idée de nous aider à mieux vivre nos questionnements, nos difficultés de communication, la gestion de nos émotions de chacun pour s'élever ensemble. Alors Olivier, est-ce que tu peux justement nous partager un petit peu la genèse de ce livre, ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, comment il est né ce livre? D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, hein, Stéphanie. Et puis, je suis touché par ce que tu dis parce que c'est vraiment pas au départ ce que j'avais imaginé, faire un mode d'emploi, parce que je pensais même pas que ça pouvait exister dans ce contexte-là. Dès au départ, ce livre, il est arrivé. Alors, si on fait un peu de genèse, il y a quelques années, j'ai rencontré une présidente, pardon, d'association qui m'a demandé de faire des ateliers pour les personnes de son association. Pardon, c'est pour les personnes de son association qui sont des mères monoparentales, des familles monoparentales. Et donc, j'ai fait 7, 8 ateliers sur la thématique de la parentalité et c'est parti de ce moment-là. Ensuite, j'ai fait une formation en ligne que j'ai pas commercialisée, mais du coup, j'avais beaucoup de choses qui étaient écrites. Et un jour, je me suis dit, donc pendant le confinement, puisqu'il y avait 18 ans, je me suis dit, bah, je vais mettre tout ça sur un fichier Word et je vais voir comment je peux articuler ça pour la suite, revoir comment je peux repenser mon approche. Et au bout d'un moment, pratiquement involontairement, j'ai envie de te dire, le livre est arrivé et puis il est là maintenant, il est disponible. Oui, et moi j'ai eu la chance de le lire parce que voilà, j'ai eu la chance de te rencontrer et que tu me l'envoies. Et vraiment, alors pour me représenter moi en 2 minutes, voilà, j'ai été sage-femme, donc tout ce qui concerne la parentalité est vraiment quelque chose, un domaine qui me touche particulièrement dans l'accompagnement. Je suis accessoirement maman de 3 enfants, donc tout ce qui concerne l'éducation des enfants, ça me touche aussi personnellement. Je suis également famille monoparentale, donc on est en plein dedans. Et c'est vrai que il y a vraiment une des choses qui m'a impactée dans cet ouvrage, c'est la manière dont tu démystifies le parent parfait. On en a discuté juste avant de commencer cette interview, et ça pique un peu encore. Donc c'est vraiment la manière dont tu viens parler du parent parfait, parce qu'on a cette envie de bien faire, mais tu as cette approche-là de c'est quoi le parent parfait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ou le parent imparfait, justement? Bah, c'est un peu cette idée qu'on entend régulièrement du livre qui pourrait exister, qui serait vraiment, pour le coup, le manuel à respecter pour être le parent parfait. Mais le parent parfait, il n'existe qu'avec ses imperfections. Et surtout, cette notion de parent parfait que l'on se fait, c'est vraiment une notion qui nous est propre, puisqu'elle s'appuie sur ce que nous aurions voulu avoir lorsque nous étions enfants. Moi, quand j'étais enfant, quelles auraient été les choses que j'aurais aimé que mon père fasse, que ma mère fasse, qui auraient été vraiment satisfaisant pour moi? Et en fait, ça n'a rien à voir avec ce que nos propres enfants imaginent comme le parent parfait. Donc, il y a vraiment une différence qui se crée ici entre le parent parfait que je pense être et le parent parfait dont mon enfant aurait besoin. Alors, tu disais que tu as 3 enfants, forcément, ils ont 3 visions différentes du parent parfait. Et à partir de ce moment-là, c'est juste impossible de le devenir pour chacun de ses enfants, ou alors il faudrait 3 maisons, un enfant dans chaque maison et pouvoir porter le masque qui va bien au bon moment. C'est juste pas possible. Le parent parfait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avec ses propres imperfections. Et c'est très bien, en fait, d'avoir des imperfections quand on est parent parce que ça apprend aux enfants qu'on a le droit de ne pas être parfait. C'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir. C'est une chance finalement de s'autoriser en tant que parent à ne pas être parfait, parce qu'un enfant qui voit son parent
toujours de bonne humeur, qui voit son parent qui réussit toujours tout, qui voit son parent qui idéalise son parent, bah, quelque part, ça lui met une pression sur les épaules monstrueuse et bah, il ne va pas s'autoriser l'erreur parce qu'il va vouloir correspondre au standard du modèle de son parent. Et s'il ne s'autorise pas l'erreur, ça veut dire qu'il ne s'autorise pas l'apprentissage non plus, parce que c'est en tombant qu'on apprend. Et c'est vraiment, alors je rebondis, je ne sais pas si tu connais le livre de Carol Dweck, qui est chercheur à Harvard, qui s'appelle Vers un nouvel état d'esprit, qui compare les états d'esprit fixes et les états d'esprit de développement. Alors il est quelque part dans ma bibliothèque là. Et ça me fait vraiment penser à ça parce que ça montre que les enfants qui ont tellement cette envie de perfection, ils vont pas aller oser se mettre en difficulté de peur de perdre ce statut de je réussis tout, j'ai compris, je suis parfait. Donc, ils vont rester dans un domaine connu, alors Exactement. qu'un enfant qui va accepter ses imperfections et qui va accepter son apprentissage, il va oser aller à l'aventure, il va oser aller se mettre en difficulté et il va développer un état d'esprit, donc ce qu'elle appelle de développement, c'est-à-dire d'être orienté solution. Et du coup, chez cet enfant-là, il n'y a jamais de problème. Il y a juste Il une accepte de situation. sortir de sa zone de confort. C'est ça, juste une situation qui va lui permettre d'apprendre de nouvelles choses et d'apprendre de nouvelles compétences et du coup de grimper encore, oui, d'agrandir sa zone de sécurité, de confort, parce que bah, il n'aura pas peur d'aller tester ça. Il y aura peut-être quelques appréhensions quand même, soyons clairs, mais Ouais. voilà, c'est cette démarche-là. Moi, j'ai une histoire personnelle qui fait vraiment, c'est aussi la jeunesse de ma vie de parent, puisque moi, j'ai aussi un enfant qui a 20 ans aujourd'hui. Et je me suis séparé de sa maman lorsqu'il était tout petit, il avait 3 ans et demi. Et donc, je l'avais un week-end sur deux. Et pendant ces week-ends, me mettais une pression folle pour que tout soit exactement comme il faut, que l'appartement soit accueillant, que les repas soient prêts à l'heure, enfin, je me mettais une pression folle. Et moi, dans mon comportement vis-à-vis de lui, de la même façon, je voulais que, effectivement, pour le coup, je voulais que ce soit parfait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est juste intenable, intenable. Et plusieurs fois, mon fils m'a dit, ben non, ce week-end, je viens pas avec toi. Je reste chez maman. Et là, forcément, quand on entend ça de son enfant qui est tout petit, à cette époque-là, il avait 4-5 ans, on se dit, mais il reviendra plus jamais. Et c'est terminé. Donc là, c'est vraiment la peur qui vient. Et puis un jour, je me suis dit, c'est bon, allez, je lâche, advienne que pourra et on verra. Et à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé dans une disposition beaucoup plus grande, dans un meilleur état d'esprit pour l'accueillir et vraiment commencer à l'écouter et vraiment commencer à le rencontrer. Et du coup, créer une vraie relation parce que cette fois-ci, il y a de la qualité. On n'est pas fixé sur nos objectifs de je dois faire ça, ça, ça à telle heure, mais on est plus orienté sur le cocon qu'on crée avec l'enfant Voilà, et sur la qualité finalement de la communication, de l'accueil, de la relation, de tout ce qu'on va pouvoir créer avec lui et qui va du coup bah, vraiment amener cette connexion finalement avec son enfant. c'est ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que quoi qu'on fasse, la première chose à préserver, c'est la relation. Et ça, c'est un truc qui est génial dans ton livre. Alors moi, j'ai la chance de connaître pas mal de coachs dans mon entourage, dont mon meilleur ami, ce qui est quand même très agaçant quand on a des conversations parce que ça se termine toujours en séance de coaching. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais pour le coup, ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est que justement, tu présentes des exercices pratiques d'auto-coaching. C'est vraiment pour moi ce côté pratico-pratique d'encouragement à l'investigation personnelle, à l'introspection, pour aller réfléchir à tout ça et nous donner des clés pour vraiment mieux se connaître. Alors, mieux se connaître nous dans nos réactions automatiques. Et ça, j'ai adoré ce passage-là où tu parles des réactions automatiques quand on met en place des règles de fonctionnement de la famille. Je prends un exemple, ne pas se lever pendant le repas. Mais effectivement, est-ce que cette règle, elle vient de moi et que je l'applique parce que j'y vois un intérêt et qu'il y a vraiment un pourquoi derrière et j'ai compris le pourquoi, ou est-ce que je l'applique entre guillemets bêtement parce que c'est une règle qu'on m'a inculquée à moi et que je la retransmets sans être forcément en adéquation avec ça. Mais j'avais rencontré une mère à une époque qui était venue pour une consultation et qui m'a dit, il est interdit chez moi de changer de place à table. Alors d'un repas à l'autre, c'est pas pendant le même repas, mais chacun a sa place et chacun s'y tient. Et je lui ai simplement demandé, mais pourquoi est-ce que cette règle est importante pour vous? Et elle a été incapable de me donner une réponse. Elle s'est mise à réfléchir, elle s'est mise à penser, elle s'est dit, mais j'en sais rien.
Sur le fond, je n'en sais rien. Et effectivement, bah, il s'est avéré que cette règle, pour elle, il était impossible de la faire respecter à la maison. Évidemment, quand on va créer une règle et qu'on veut l'impliquer à ses enfants ou la faire vivre dans la maison, qu'elle soit en vigueur à la maison, bah, il faut être en mesure de l'expliquer à tout le monde pour qu'elle ait un sens, pour qu'elle ait une raison d'être et que tout le monde comprenne ce pourquoi cette règle est là et ce qu'elle apporte au foyer. Donc, on en revient en fait à l'intention et au pourquoi de la règle. Donc, c'est remettre de la conscience sur nos règles, sur nos gestes, sur nos actes, pour bah, qu'ils aient du sens, tout simplement, et qu'on C'est ne les ça, fasse pas par automatisme et par par habitude, par automatisme. transfert, mais juste bah, parce qu'on sait pourquoi. Et à partir du moment où nous, on est clair avec ça, forcément, les enfants vont être beaucoup plus clairs aussi, parce que Ben, ce que cette maman a compris ce jour-là, c'est que elle a compris que cette règle qui est en vigueur chez elle, c'était pas la sienne en fait, c'était une règle acquise parce que dans son enfance, c'était une règle en vigueur. Et donc elle l'avait juste reproduite sans se poser la question et ça marchait pas. Donc ce qui est important quand on veut avoir une bonne cohésion dans la famille, c'est de se re-questionner, tout remettre en question de ce qu'on a appris dans notre vie passée. Est-ce que cette règle qui est en vigueur, est-ce que je la garde parce que je considère que c'est une bonne règle et qu'il faut la mettre en place dans le foyer? Ou alors est-ce que je m'en affranchis et je la laisse tomber parce que tout compte fait, moi, elle ne me parle pas. Une règle qui ne parle pas, il sera impossible de la faire respecter. c'est ça, et ça amène deux chemins. C'est qu'il y a le côté, bah, du coup, mieux se connaître soi et les autres, mieux se comprendre soi et mieux se faire comprendre par les autres, enfin mieux se comprendre l'un les autres, du coup, mieux communiquer, parce que ça ramène aussi, et c'est ce que tu expliques dans le livre, à communiquer par rapport à nos valeurs. Et ça, en tant que parent, quand on n'est pas parents séparés et que on doit, quand on est parents séparés, je dirais c'est facile, il n'y a que nos propres valeurs à respecter. Mais quand on est en couple, eh ben, il y a nos propres valeurs et les valeurs du conjoint. Et des fois, ben, on ne met pas la priorité sur la même chose. Donc, C'est le fait ça. de pouvoir en discuter, déjà les identifier et en discuter ensemble pour savoir ben, lesquelles sont importantes pour nous deux, lesquelles sont importantes pour moi, mais moins pour lui et inversement, ça permet aussi que chacun retrouve un équilibre et qu'il n'y en ait pas un qui se sente pas soutenu dans ses valeurs et l'autre qui se sente, comment je pourrais dire, qui prennent les choses un peu à la légère en disant il en fait tout un plat pour pas grand-chose. C'est ça. Bon, en fait, le travail que je propose dans le livre, c'est vraiment un travail personnel dans un premier temps, de remettre en question, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'insiste sur remettre en question, parce que parfois on dit remettre en cause, et ça me convient pas. Parce que quand on dit que c'est à cause de quelque chose, au départ, on a un regard négatif. Donc vraiment, on remet en question. Et une fois qu'on a remis en question, est-ce qu'on le remet en cause ou est-ce qu'on le remet en grâce? Ah, On j'aime. l'enlève ou on le garde? Et une fois qu'on a fait ça personnellement, on peut apposer le travail que son partenaire a fait et comparer ce qui en ressort. Et après, alors, faire des ajustements entre soi-même et son partenaire pour euh, dire, voilà, cette règle-là, elle est importante pour toi, donc moi moins, mais je comprends qu'elle est importante, donc on va la garder en contrepartie. Et c'est vraiment contrepartie pour le coup, parce qu'il faut quand même que chacun soit gagnant-gagnant, enfin que l'échange soit gagnant-gagnant, pour qu'on arrive à une façon de faire qui soit commune et acceptée dans le cœur par chacune des deux personnes. Et on en revient aussi à une partie qui m'a particulièrement touchée en tant qu'ancienne sage-femme, c'est le projet Sens. C'est que, Oui, clairement, c'est un livre que j'aurais adoré lire avant de devenir maman. Après, c'est ce que je t'ai expliqué en message aussi. Je ne suis pas sûre que j'avais la maturité à l'époque pour m'intéresser à ce genre de livre, mais voilà, ça c'est autre chose. Mais surtout, si on commence à s'interroger et à se poser ces questions-là et à faire cette introspection-là avant de devenir parent, ça permet de co-créer le projet d'accueil de cet enfant complètement différemment parce que du coup, on le fait avec intention, on le fait avec, je vais dire, lucidité aussi, on le fait avec conscience et on n'est pas embarqué dans la tornade que peut être l'arrivée d'un enfant qui peut être quand même sacrément chamboulant dans notre vie fallait. personnelle et dans notre vie de couple.
Et du coup, on est dans je vais dire, agir et ne pas subir. C'est quoi prévenir au lieu de guérir? C'est Même ça. si c'est pas tout à fait adapté à la situation. Mais voilà, c'est que si on prend ce temps-là de préparation en amont, forcément, toute l'arrivée d'un bébé va être chamboulante aussi, mais peut-être moins. Ça sera peut-être une petite brise fraîche et pas une tornade dévastatrice. Et c'est vraiment super intéressant d'aller se poser ces questions avant. Bon, Oui, c'est toujours intéressant oui, de le tout faire à fait. après Alors, aussi. Mais c'est ce que j'allais dire après, c'est aussi intéressant de le faire parce qu'on peut remettre encore en relief certaines choses. C'est important de savoir si le premier enfant, je l'ai fait parce que je voulais un enfant, donner vie et voir un être croître, ou parce que je voulais moi-même devenir parent. L'approche est un petit peu différente. Est-ce que le deuxième enfant, je le fais pour voir un être croître à nouveau, ou est-ce que je le fais parce que c'est mieux que le grand frère ou la grande sœur ait un petit frère ou une petite sœur? Est-ce que je l'ai fait parce que j'ai la pression de mon père, ma mère, ma famille qui fait que, mais pourquoi t'as pas d'enfant encore? Donc il faut en faire un. Voilà, toutes ces approches-là c'est important de les identifier parce que ça nous donne euh, une raison qui nous a poussé à devenir parents. Et donc, ça nous permet de comprendre parfois comment on se comporte par rapport à nos enfants en fonction de la raison qui nous a poussé à devenir parents. Et si c'est une raison qui est extérieure au fait de voir un enfant grandir parce que c'est la famille, parce que c'est moi, je vais être parent, on peut se repositionner pour vraiment aller vers son enfant et cette fois-ci, vraiment l'accompagner dans sa croissance vers son autonomie. c'est l'image de l'autoroute dont tu parles Ouais. aussi. Mais c'est l'image de l'autoroute, c'est vraiment le fait de laisser l'enfant construire son chemin, donc créer son autoroute vers là où il veut aller, et simplement en tant que parent, jouer des barrières de sécurité, des glissières de sécurité, de façon à ce que il reste dans un cadre établi qui est celui de notre société, de façon à ce qu'il soit adapté et qu'il vive en harmonie dans le monde dans lequel il est. Mais j'aime beaucoup cette image de l'autoroute parce que l'autoroute, on voit effectivement la route suffisamment large qui peut accueillir 2, 3, 4 voitures avec le cadre derrière. Donc, si ça lui laisse suffisamment de marge pour aller zigzaguer et faire ses propres choix sans être complètement étriqué dans tu suis cette ligne-là et un point c'est tout. Donc, ça lui laisse suffisamment de liberté, mais en même temps, pas complètement non plus parce qu'il y a les glissières de protection et il y a le cadre. Et Voilà. c'est vraiment une très belle manière que tu as de présenter l'autorité du parent par rapport à l'enfant. Une phrase qui m'a marquée, c'est quand tu parles que il n'y a pas de différence, on va dire, de niveau. Le parent est égal à l'enfant, il a juste une expérience supplémentaire qui lui permet de le guider. Et ça amène une vision de l'autorité complètement, je dirais, différente de ce qu'on a pu entendre nous étant enfants dans notre génération. Alors peut-être pas tout le monde, il ne faut pas généraliser non plus. Et puis ce côté, bah, si le parent il est au même niveau que l'enfant, avec juste un peu d'expérience en plus, il n'y a pas non plus de difficulté à s'excuser quand on se rend compte qu'on a fait une erreur. Parce qu'on ne va pas perdre ce statut de mince, si je m'excuse, je vais descendre de mon piédestal, entre guillemets. Je vais descendre Ouais. de ma posture haute. Ben non, si on est à la même posture, on a une communication qui va être beaucoup plus équilibrée, tout en gardant en tête ce côté, bah, je suis le parent, donc j'ai un côté sachant, j'ai ce côté sachant là de l'expérience qui permet de te maintenir dans des glissières de sécurité et que tu partes pas dans l'accotement. Voilà, c'est ça. Donc, on va prendre le mot sachant comme étant une façon d'accompagner et non pas de être, comme tu dis, supérieur à l'autre. C'est vraiment cette notion-là. Ce sont deux personnes égales. Il y en a une simplement qui a plus de vécu derrière elle, plus d'expérience et qui peut, de fait, accompagner. Alors, on parle du cadre euh, régulièrement quand on parle des enfants. Et ce cadre, il a une mauvaise réputation parce que souvent, on dit celui-là, cet enfant, il faudrait le recadrer parce qu'il se comporte mal. Et du coup, ça donne à cadre cette mauvaise réputation. Moi, j'aime bien cette approche du cadre en disant euh, lorsque je me retrouve dans un pays étranger, que je vais en Amérique du Sud, par exemple, que je connais pas du tout, j'y suis jamais allé, si j'y vais tout seul, forcément, je vais me faire remarquer parce que je vais aller à l'encontre des us et coutumes locales, parce que je parle pas la langue, parce que voilà, toutes ces choses-là. Si je me fais accompagner par quelqu'un qui vit dans le pays,
et ben, il saura me dire. Alors ici, on se comporte comme si, c'est mieux parce que sinon tu risques de heurter les gens. Si tu veux faire comme cette activité, enfin, il faut faire comme ça. Si voilà, il va me guider sur le chemin, sur l'apprentissage du pays dans lequel je suis. Et c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, approcher le cadre. Vraiment être la personne qui accompagne le parent, donc accompagne l'enfant dans le monde dans lequel il vit pour qu'il se retrouve encore une fois adapté et confortable dans ce monde. On en revient sur la glissière de sécurité, être suffisamment ouvert pour le laisser faire ses propres expériences, mais de le mettre en sécurité finalement, lui apporter C'est ça. juste ce cadre-là qui va lui donner les limites, qui va être ses limites de sécurité pour ne pas se créer des problèmes dans la société dans laquelle on vit. C'est juste lui apprendre la règle, comme on apprend le code de la route avant de commencer à conduire, parce que si personne ne respecte la réglementation du code de la route, Faites le voilà, bazar rapidement sur la route, hein. c'est ça. C'était un mot beaucoup moins élégant qui me venait, donc c'est pour ça que j'avais du mal à le sortir. Mais effectivement, ça va vite être le bazar, donc c'est la même chose, c'est apprendre les règles de vie en société, et c'est le rôle du parent qui a cette expérience-là de faciliter cet apprentissage à, à l'enfant. Et on en revient aussi au terme apprentissage. C'est vraiment, c'est un mot que j'aime beaucoup découper parce que un apprentissage nous permet à nous d'être des apprentis sages et que tout ce qu'on vit et tout ce que nos enfants vivent, ça nous permet d'acquérir une maturité, une lucidité, une expérience différente et que plus on va être équilibré dans notre vécu, plus on va devenir sage pour le coup. C'est ça. C'est- Et voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Une autre phrase aussi dont je voulais parler qui m'a vraiment émue. Ça vient toucher, j'aime beaucoup parler par métaphore. Tu dis, l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Je le cite. C'est une citation j'ai donnée à Montaigne. Alors, si on fait une recherche sur Internet, on trouve plein de personnes qui ont sorti à peu près la même chose. J'ai dit Montaigne parce que c'est la première que j'ai trouvée. Et il me semble que c'est parmi les gens qui ont cité cette phrase le plus ancien. Donc voilà. Oui, effectivement. Alors, le vase qu'on remplit, c'est quelque chose on sent bien ici l'enfant complètement passif qui ingurgite ce qu'on lui donne et de façon, voilà, sans avoir à réfléchir, juste à faire ce qu'on lui demande à la limite. Alors que le feu qu'on allume, ben, on se retrouve dans la position en tant que parent juste de mettre l'étincelle pour que le feu prenne et après apprendre à son enfant à le faire vivre, à le faire croître, à le nourrir de choses qui lui parlent, qui sont importantes pour lui, de façon à ce que là, le feu prenne de l'ampleur. Alors forcément, sans trop déborder non plus, c'est ce que tu me disais avant qu'on ait commencé l'enregistrement. Mais voilà, parce que le feu qui brûle, il y a de la vie, il y a des étincelles, il y a des flammes, ça bouge, voilà, c'est porteur, Vivant. c'est vivant. C'est vivant. Et effectivement, en maintenant cette histoire de cadre, parce que un feu qui s'exprime trop et qui voilà, prend trop d'ampleur peut potentiellement devenir dévastateur. Donc on en revient aussi à l'histoire du cadre qui amène la sécurité pour soi et pour les autres. Voilà. Et encore un mot sur le cadre qu'on peut dire, c'est que la meilleure façon de le faire respecter, c'est encore de donner l'exemple. Voilà, c'est vraiment. Alors, on parle souvent du maître et le mot m'échappe. Disciple. Disciple. Merci. Le maître et le disciple. Donc voilà, effectivement, le maître serait le parent parce qu'il a la maîtrise de ce qu'il fait, et le disciple, c'est vraiment celui qui veut euh, suivre le chemin du maître. Et donc, c'est donner envie à l'enfant de suivre le chemin, d'être discipliné en montrant l'exemple et en faisant en sorte que l'enfant ait envie de suivre cet exemple-là. Et de devenir à son tour un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui a la maîtrise. C'est ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup quand on démystifie ces mots-là. Le mot maître a tout de suite une connotation très de supériorité, voilà, plein de choses qui peuvent être positives mais impressionnantes et en même temps du coup donner une notion d'inaccessibilité. Et en fait, quand on redéfinit ce mot-là, maître, c'est quelqu'un qui a la maîtrise. Donc je suis maître dans un domaine, mais pas forcément dans d'autres. Mm. Chacun, mon enfant, est maître dans un domaine
dans lequel moi je suis disciple et qu'il m'apprend, parce que dans ce domaine-là, c'est lui qui a la maîtrise et pas moi, et inversement. Et c'est comment on va faire un échange finalement, et que chacun va progresser d'un pas de plus sur son chemin pour acquérir la maîtrise dont il a besoin. C'est ça, Et ma tout à fait. maîtrise, celle dont j'ai besoin, n'est pas celle dont mon enfant a besoin. Donc ça Non. ramène aussi à ça, à chacun son propre chemin. Et voilà, et l'autoroute qui se construit au gré de l'enfant, dans la direction dans laquelle il veut aller, de laisser le droit d'être qui il veut être, de Et, découvrir qui il veut être et de le devenir. et ce qui ramène aussi à nos propres attentes en tant que parents. C'est aussi un sujet que tu abordes, c'est que je suis le parent de l'enfant que j'ai et pas de l'enfant que je voudrais avoir. Exactement. C'est très important de garder ça en tête. Voilà, Et et d'identifier aussi les attentes qu'on a. Je voudrais qu'il soit très, très poli, je voudrais qu'il soit très, très érudit, je voudrais qu'il fasse tel métier, je voudrais qu'il fasse... Non, non, non. Il a le droit d'être qui il est. Alors, vous pouvez lui apporter euh, toutes les connaissances en matière de courtoisie, de savoir-vivre, de politesse, etc. Mais au bout d'un moment, ce sera à lui de définir si il les respecte ou pas. c'est ça, et d'en assumer les conséquences derrière, parce que c'est Eh ça qui oui, en fait l'apprentissage aussi, c'est amener l'enfant à être, à faire ses propres choix en conscience. C'est en médecine c'est ce qu'on appelle le consentement libre et éclairé, le libre choix aussi. Et pour le coup, bah, c'est faire son choix en fonction, bah, connaître les avantages, les inconvénients, et en assumer les conséquences derrière, mais en étant conscient des éventuelles conséquences qu'il va y avoir à assumer derrière, tout simplement. Et c'est aussi une manière de les rendre adultes, finalement. Adultes, pas dans le sens grandir trop vite, mais adultes dans le sens responsable, justement, de ce qu'ils font et de leurs choix. tout à fait. Et alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que vraiment le chemin du parent, c'est une grande distanciation permanente. Au départ, le parent s'occupe de tout pour l'enfant parce qu'il en est incapable par lui-même lorsqu'il est vraiment, il vient de naître, il est nouveau-né. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant gagne en autonomie, gagne en apprentissage, eh bien, à un moment donné, il sait s'habiller tout seul. À un moment donné, il sait se laver tout seul. À un moment donné, il sait se brosser les dents tout seul. Il sait manger tout seul. Et donc, voilà, il y a cette distanciation qui se fait. Et c'est important de la respecter parce que c'est vraiment le fait que le parent accepte cette dissociation va donner de l'énergie à l'enfant pour qu'il vaille vers son autonomie, pour qu'il devienne adulte et, euh, et qu'il mène sa vie par lui-même. C'est donner cette autorisation à l'enfant. Et en tant que parent, alors je ne sais pas pour le côté papa, moi je le vois bien pour le côté maman, c'est aussi accepter que notre enfant n'ait plus besoin de nous, donc accepter de se sentir inutile dans Et oui, certains cas. ben, c'est ça. Une fois qu'il sait s'habiller tout seul, eh ben, on devient utile sur cet aspect-là. Alors, on est vachement utile encore sur d'autres pendant longtemps, mais sur cet aspect-là, ben, voilà. Et plus les enfants grandissent, et voilà, ça c'est aussi une des choses que je veux souligner par rapport à ton livre, c'est qu'en fait c'est adapté quel que soit l'âge de l'enfant, que ça soit un projet d'enfant ou même des plus grands. Et j'ai une grande qui a 16 ans, et c'est vrai que bah, ça m'a aussi appris à lâcher ce côté-là, de quand je la vois perturbée, quand il y a quelque chose qui l'embête, je vais aller lui poser la question de savoir si je peux lui être utile justement, et si elle me dit non, ça m'empêche pas de me faire du souci. Mais en même temps, il y a un côté, ok, c'est qu'elle se sent suffisamment apte à gérer la situation par elle-même toute seule, et je lui ai proposé mon aide parce que comme ça, elle sait que si elle n'arrive plus à gérer toute seule, je suis là. Et c'est pas toujours facile parce que justement, ça demande d'accepter de se détacher de ça, de se détacher de son utilité, de mon enfant a besoin de moi. C'est valorisant pour quelqu'un d'avoir quelqu'un qui a besoin de nous, émotionnellement parlant. Enfin, et valorisant de temps en temps. Des fois, c'est enquiquinant aussi quand ils ont trop besoin de nous. Donc, c'est aussi bah, accepter de trouver notre propre sécurité intérieure, notre propre amour de nous, sans forcément avoir quelqu'un qui est dépendant de nous pour nourrir cet amour. Voilà, et apporter toute notre confiance à nos enfants dans leur évolution. Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent, et puis les laisser faire. Donc, juste à un moment donné, n'être plus que des référents pour eux, chez qui ils viennent prendre l'information dont ils ont besoin, poser la question parce ils savent pas trouver ou ils ont un doute quant à la réponse. Et voilà, donc à chaque fois qu'un enfant apprend à faire quelque chose, sur ce quelque chose, on ne devient plus que référent. Et en même temps, ben voilà, c'est vraiment comme ça qu'on va les aider
à grandir et à s'autonomiser et à tracer leur propre route. Voilà. C'est ça, parce qu'au bout d'un moment, si on continue à faire tout pour eux et à trop les couver, bah, ils seront incapables de faire par eux-mêmes, ou incapables, c'est un peu dur, mais ils vont prendre du retard, si on peut dire, dans leur autonomie. Et ce côté dépendant aussi va entraîner une codépendance parce que quelque part, le parent qui n'a jamais laissé son enfant prendre son envol va toujours s'inquiéter pour son enfant, donc va toujours vouloir faire à sa place. Mais soyons clairs, on n'est pas éternel non plus. Et quand bah, arrive à un certain âge et qu'on se dit mince, bah, notre enfant n'est pas autonome et ne sait pas se débrouiller sans moi, ça pose des problématiques aussi d'inquiétude pour nous parents et d'inquiétude pour l'enfant qui va avoir peur de se retrouver seul face à une situation. Donc finalement, c'est comment on va petit à petit se libérer de cet attachement-là, de créer un, non pas un détachement dans le sens je m'en fiche, mais créer un détachement par rapport à nos attentes et créer un détachement par rapport à ce que, Créer un détachement qui lui dit, tu es capable de le faire tout seul. voilà, merci. Et Tu es vraiment, capable d'aller sur le prenez bon cette chemin. confiance. Je me rappelle lorsque mon fils est rentré en sixième, bah, c'est un peu la révolution, la sixième, parce qu'il rentre dans un nouvel établissement. Il va changer de classe à chaque heure parce qu'il faut aller voir le prof. Voilà. Donc, c'était un peu le gros chamboule-tout. Et je lui dis, mais voilà, si tu rentres maintenant en sixième dans cet établissement-là, c'est que tu es capable de faire face à cette nouveauté. Alors, évidemment, il va y avoir des adaptations à faire, il va falloir que tu découvres l'environnement, mais tu es capable de le faire. Et on en revient, tiens, ça me fait penser au renforcement positif dont tu parles aussi. Tu sais, cette étude qui dit que dans le milieu du travail, pour retrouver un équilibre, on a besoin de 3 renforcements positifs pour un négatif. Et qu'on monte. Tu peux développer un petit peu ça parce que tu l'exprimeras avec plus de clarté que ce que je peux Oui, faire. c'est ce que s'appelle le ratio de Lozada. C'est Francisco Lozada qui est un psychologue chilien et qui a fait cette recherche dans les milieux d'entreprise, d'associations, tous les endroits où il y a des gens qui travaillent ensemble et qui a trouvé qu'il faut deux et quelques, donc on va dire trois renforcements positifs pour une critique. À partir de ce moment-là, on peut évoluer dans de bonnes conditions, le groupe peut croître. Et puis, quand ça s'adapte à la famille, ben, ça change un petit peu parce que dans la famille, il y a beaucoup plus d'affectifs, il y a beaucoup plus d'attentes, il faut quand même bien le reconnaître, même si c'est pas forcément des bonnes choses, mais elles sont là. Et donc, au sein de la famille, on passe à 5. 5 renforcements positifs pour une critique faite. Et là, ça permet d'avoir une relation qui est croissante. Et si on est parfaitement honnête avec nous-mêmes, est-ce que en tant que parent, on arrive à faire 5 renforcements positifs pour une critique par jour à nos enfants? Ben, j'en suis pas convaincue, tout simplement parce qu'on Je suis n'a pas pas sûr que été. ce soit par jour. Moi, je mettrais un peu en moyenne, Ouais. quoi. Ce que j'entends par là, c'est plutôt euh, éviter de faire que des critiques et d'une certaine façon aussi éviter de faire que des compliments. Parce que si tout va bien, si on fait croire à l'enfant que tout va bien, est-ce que c'est vraiment réel? Et Est-ce ça ne qu'on est reflète vraiment pas la honnête? réalité. Voilà. Donc, c'est vraiment un ratio, mais sur le long terme, quoi. C'est pas forcément dans la journée, je pense pas. Oui, c'est vrai. Tu vois, je le voyais. Bon, ça, c'est mon côté scolaire, hein. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre par rapport à tout ça? Parce que je pense qu'on a déjà fait un gros tour. Oui, on a fait un bon tour là. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, quelle que soit l'interaction que vous ayez avec votre enfant, euh, approchez-le avec tout l'amour que vous avez pour lui. Que toutes vos interactions soient portées par votre amour. Et ça me semble vraiment la base. C'est d'ailleurs comme ça que je dédicace mon livre. Je mets le fondement, c'est l'amour. Parce que pour moi, c'est vraiment la base d'une relation euh, croissante, constructive. Alors, il n'est pas question de dire simplement le dire, mais le montrer. Que cet amour que vous avez pour vos enfants soit ressenti. Parce qu'à partir du moment où l'amour est ressenti, il est vraiment réel, il prend forme chez l'enfant. Et c'est beaucoup plus facile, même s'il y a des écarts de conduite, même si on se trompe, même si on dit un mot qui échappe, si on sait que le fondement, c'est l'amour, on sera beaucoup plus de facilité à reconstruire la relation si elle a été un tout petit peu détériorée à un moment donné.
Bah, c'est une très très belle conclusion. Je te remercie. Je te remercie. Alors, dis-nous, où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut voir ton actualité? Où est-ce qu'on peut se procurer ce merveilleux livre? Eh ben, ce livre est disponible sur les plateformes, donc il est disponible chez Amazon, il est disponible à la Fnac. Alors moi, j'ai un site aussi sur lequel j'ai une page d'accueil pour le livre. Mon site s'appelle votrefamilleenconscience.fr. Voilà, sinon je suis disponible avec mon nom sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur voilà tout ça. Eh ben super. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ce moment partagé. J'espère que ça vous aura donné l'envie de découvrir le livre parce que franchement, c'est une pépite et ça serait dommage de vous en priver. Donc, allez le découvrir. Merci. Venez découvrir Olivier, sa manière de vous accompagner sur ce chemin-là. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai une joie de lui transmettre pour que vous puissiez avoir des réponses. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Stéphanie.